À voir. Rien. À voir. Avec le mauvais jingle, désolé. Ce que j'étais en train de me dire, mais c'est pas On grave. respecte rien, on respecte rien. C'est ça. Ce sera changé au montage. C'est une autre histoire, le privilège et la pudeur. On vient de passer 3 mois à rien foutre, bloqué chez nous. Et 3 mois à vide, c'est pas si souvent, donc je pense que j'en ai inconsciemment profité pour dresser une sorte de bilan de moi-même. Et les conclusions, que j'ai partagées à mon psy, sont maintenant sous-scellées au bureau de la police judiciaire de Strasbourg et j'attends mon jugement prochain. Mais entre les sinueuses élucubrations de mon cerveau que les saints d'esprit qualifieraient de malades, j'ai toutefois réussi à dégager 2 pensées ô combien sans intérêt dans l'avancée de l'humanité, mais qui sont, toute modestie mise à part malgré tout, dignes, enfin je le pense, d'intérêt. Et si les 2 peuvent sembler sans rapport, elles en ont quand même un, Cédric c'est pour toi, Éric Zemmour. Oh. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, Éric Zemmour c'est un peu le Papacito de la télé. Et pour ceux qui ne connaissent pas Papacito, comment dire ? Vous voyez Cyrano de Bergerac et l'art de la punchline, le bon mot ? Eh bien vous mettez ça dans un corps d'1m95, crâne rasé et barbu, tatoué, vous changez la prose en vers de Edmond Rostand en une violence semblable à la Wojtek, et vous obtenez un type qui vous dit que perdre une guerre contre l'Espagne c'est la honte, puisque les Espagnols sont une race qui se lève après 10 heures, et que des 5 piliers de l'islam qui ont forgé leur passé, ils ont tout viré pour ne garder qu'un seul pilier, le chômage. Éric Zemmour, c'est la phrase choc, la clarté et la fermeté dans ses convictions. On notera que je ne parle là que de qualité de forme. Car si le fond est toujours discutable chez tout le monde, et bien souvent chez M. Zemmour, il est, à mon avis, une chose qu'on ne saurait lui retirer, c'est son talent oratoire. Et pour un mec comme moi qui se paluche sur Cyrano, la verve, ça compte. Donc, pour continuer sur la ligne directrice de cette chronique qui est la simplicité sans tergiversification inutile, la clarté sans l'enrobage sucré mais calorique des formules, en un mot comme en 1000 mais plutôt en un car je l'ai dit, je suis bref, la précision, parlons de ces 2 pensées que je me dois de vous partager. C'est en voyant un débat entre M. Zemmour et le pédophile Cohn-Bendit, comme dirait Jean-Marie Le Pen, que j'ai mis sur papier ces 2 idées. Oui, pour le moment, je passe pour un gros pro-Zemmour, mais bon, si c'est le prix à payer pour ce que je veux défendre, je règle l'addition de bon cœur. Sur le plateau du débat entre nos 2 lurons, une invitée, une jeune femme, a demandé à Zemmour pourquoi il ne croyait pas en l'identité européenne, alors que la jeunesse, la génération Erasmus, est façonnée dans cette Europe. La réponse de M. Zemmour est tout à fait pertinente et c'est enfin ma première pensée. On est des putains de privilégiés et on ne le sait pas. Enfin, moi si, puisque je suis là pour vous apporter la lumière. Mais Erasmus implique d'être en études supérieures, d'avoir les moyens de partir, de financer cette année. Ce n'est pas le cas d'une grande partie de la jeunesse, ni même de tous les étudiants d'études supérieures, sachant que certains sont en situation de forte pauvreté, mais pour la condition étudiante, on prendra une émission entière, ça la vaut bien. On a de la chance, et on ne réalise pas puisqu'on a toujours grandi dans ça. J'ai fait 6 ans de fac, Victor est à sa 7e année, nos potes sont tous des mecs en post-bac, on a peu d'amis en BEP ou qui étaient en apprentissage ou qui ont arrêté après le brevet. On est une élite, qu'on le veuille ou non, et il est de notre devoir de nous en souvenir et d'agir en conséquence. Ensuite, la fausse pudeur. Monsieur Zemmour a juste dit à cette fille qu'il n'était pas d'accord avec ce qu'elle disait et qu'elle avait tort. Et là, sa sainteté Cohn-Bendit l'a taxé de misogynie. Ouais, bon, c'est quand même gonflé de la part de Cohn-Bendit de donner des leçons de morale, mais bon, pourquoi pas. Pardon ? Mais misogynie quand on n'est pas d'accord avec une femme ? Pascal Praud, journaliste également, a récemment lancé un coup de gueule à tout ce petit monde de la bien-pensance et de la pudeur, de l'aseptisation qui se cache derrière le doigt et qui prône cette pudeur de gazelle. On ne peut plus rien dire, dirait-on au PMU. Bah peut-être que c'est ça en fait. Si je dis à Victor que c'est un PD, est-ce que je dis une insulte comme ça ou bien est-ce que je veux consciemment chier sur les homos, les rabaisser et les mépriser ? C'est un beau débat que voilà. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Rien. À voir. Rien. À voir. C'est marrant parce qu'il y a quelques jours, j'ai regardé justement une série vidéo Clash à la télé sur YouTube. Et du coup, il y avait du Éric Zemmour à toutes les sauces. Et justement, alors dans différentes configurations face à différents types de personnes. Et sincèrement, c'est terrible. Hein, et c'est addictif. Hein, tu regardes une vidéo comme ça, après tu te dis « Oh, il y a Clash numéro 15, allez, je vais me la faire aussi. » Et tu finis ta soirée à regarder ça. Et en fait, tu as la tête comme une valise. Et tu te dis « C'est pas possible qu'ils donnent tellement la parole à ces gens. » Non, moi, ce qui m'agace, c'est même pas tellement qu'ils fassent leur coup d'éclat, mais c'est qu'on leur donne tellement la parole, non ? Alors qu'on donne la parole de façon générale à des gens comme ça, ou qu'on la donne précisément à Zemmour ? Non, à des gens de type Okay. Zemmour, qui sont là pour faire de la punchline c'est un un petit mot, peu... C'est un mot, aujourd'hui, ça s'appelle un polémiste. Simplement parce qu'ils sont pas cons. On a bien vu que, comme tu le vois, t'as cliqué et t'as passé ta soirée à regarder 5-6 vidéos comme ça.
Alors maintenant, les gens font pareil, mais seulement dans la télé. Et ça fait de l'audimat. Pourquoi ? Parce qu'on sait que quand il y aura Zemmour face à Marlène Schiappa, on va avoir deux opposés extrêmes. Zemmour face à Cohn-Bendit. Bizarrement, Zemmour face à Antoven, c'était relativement calme, je trouve. Mais voilà, parce que Zemmour est quand même catalogué comme l'extrême par définition, qu'il a des pensées contraires à tout ce que veut la bien-pensance, et qu'il va les défendre, en fait. Il va les défendre jusqu'au bout, face à des personnes qui sont totalement à l'opposé. Marlène Schiappa, bon, j'ai même pas envie d'en parler, parce que ça me fait péter un plomb. Mais voilà, et on sait qu'il va il va pas les insulter, mais il va y avoir des mots forts, il va y avoir des bons mots, des fois, parce que quoi qu'on en dise, il lâche des bonnes punchlines, le Rick. Ça, c'est vrai. Ah, c'est des punchlines. Ah, mais clairement. Ça, c'est... ça, sur la d'accord. forme, je veux dire, désolé, mais sur la forme, Éric Zemmour, je vais me faire taper par le régisseur. Il respecte rien dès le début à la fin, quoi. Voilà, sur la forme, Zemmour a quand même, je trouve, un grand talent. Voilà, il reste en fait toujours très calme et son discours se tient en fait. C'est quoi qu'on en dise, en fait, il a sa pensée, il a aussi, et il s'en tient. Alors, on peut ne pas l'aimer, je l'entends totalement, et même moi, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit tout le temps, mais contrairement, je trouve, à d'autres invités qui vont être là justement pour le massacrer, pour le manger, ça donne après lieu à des clashs, comme tu dis, à de l'audimat. Ouais. Est-ce que c'est pas une réaction un petit peu à finalement cette télé qui fait que parler des gens qui disent pas grand-chose, qui font que un petit peu un coup de violon, etc. Et justement, du coup, le mec qui vient lâcher le pavé dans la mare, d'un seul coup, ça nous fait un électrochoc. Mais ça revient en fait au débat éternel du est-ce que les gens regardent de la merde parce qu'on leur sert de la merde ou est-ce qu'on leur sert de la merde parce qu'ils ont envie de voir de la merde. Et le problème de Zemmour, etc., c'est que c'est des gens qui aujourd'hui ont cette image de ceux qui pensent tout haut, ce que les gens, ce qu'ils disent tout haut, ce que les gens pensent tout bas, et surtout ça fait vendre en fait. Comme tu dis, c'est le clash qui est intéressant, c'est la friction, c'est exactement les mêmes fonctionnements qu'ils ont sur les réseaux sociaux. Tu prends un média comme Combini, malheureusement c'est un média, et son fond de commerce en fait c'est de créer une friction. Ils vont sortir un article d'une personne qui se dit féministe et qui, ça peut être n'importe quoi. Tu vois, mais il suffit que cette personne dise un moment dans la vidéo ou que le commentaire au-dessus de la publication ce soit un truc qui attaque directement ce qu'on appelle les masculins, les hommes, les misogynes, tout ce que tu veux, et tu peux être sûr que dans les commentaires il y en aura 6000 avec 3000 du côté des masculins, 3000 du côté des féministes, ça va se battre, sauf que en attendant, toi ta publication elle se retrouve en top de liste de Facebook parce qu'elle est référencée partout, et après t'as une petite pub devant pour un produit et toi tu te fais du fric derrière. Et c'est pareil avec Zemmour, avec ces gens-là. C'est le clash qui est intéressant, en fait. Ouais, c'est un peu triste. Et justement, et ça, je trouve que c'est la question que tu as posée, que je trouve très intéressante. Est-ce qu'on peut moins dire de choses aujourd'hui ? Est-ce que est-ce qu'on doit vraiment mesurer nos paroles alors par rapport aux questions de racisme, par rapport aux questions de genre, par rapport à questions de... alors, j'oublie plein de choses, certainement. Est-ce qu'on doit... la religion, bien sûr. Est-ce qu'il y a plein de choses où ça devient compliqué, alors que si on regarde des images de ce qui se passe à la télé il y a 20 ans, les mecs, ils mettent les pieds dans le plat, et des fois c'est assez violent, des fois on se dit waouh, là c'est trash comme c'est dit, comme c'est présenté par rapport à la femme, par rapport aux autres types de situations que j'ai exposées. C'est quoi votre sentiment ? Est-ce que vous avez l'impression que c'est aseptisé, Victor ? Je pense qu'on peut encore aujourd'hui tout dire de toutes les manières possibles, mais il faut juste s'attendre à plus de réactions en face. En fait, quand les mecs de la télé, il y a. Mais t'es lynché aussi. Bah oui, t'es lynché, bien sûr, parce que t'as sorti une connerie. Si tu dis le truc de travers. Sauf qu'il y a 40 ans, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas peut-être cette acceptation plus facile de la contestation, notamment justement sur les questions par exemple du genre ou de la religion ou du racisme, etc. Donc, un mec qui a envie de sortir les saloperies qu'il a envie de sortir, il peut le faire. La preuve avec Zemmour, justement. Par contre. Il se prend tous les jours énormément d'insultes dans la gueule. Il y a des gens qui disent que c'est pas bien, que c'est de la merde, etc. Tu vois. Mais il y a 40 ans, c'est juste qu'on pouvait pas le faire. On n'avait pas les moyens. Les mecs étaient beaucoup plus puissants. Tu vois. Aujourd'hui, il y a au moins l'idée de s'attendre à une contestation. Ouais, votre sentiment, les autres, ça non, vous n'avez pas ce sentiment. Alexis, allez, je te sens passionné par Alors, juste avant qu'Alexis parle, j'aimerais avoir 30 secondes qu'on lance le Kraken. Non, mais Victor a dit effectivement le fait que bon, c'est un redit, c'est un poncif, mais il n'y a pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, n'importe quel connard a la parole, n'importe quel fragile qui a un vécu se dit tiens, je vais donner mon avis, il va être intéressant. Non, en fait. Je veux dire, tu remontes 60 ans en arrière, tu disais un truc comme ça en place publique, t'étais sanctionné. Tu vois, aujourd'hui, éventuellement, on te fait président des États-Unis si tu dis de la merde. Bon, c'est une autre époque. Et est-ce qu'on peut tout dire ? Compliqué. Mine de rien, compliqué, parce qu'effectivement, si maintenant Zemmour veut... Ouais, je prends l'exemple de Zemmour, bon, peut-être pas Zemmour, mais un journaliste ou un chroniqueur, effectivement, parler de sujet, il va faire une blague sur un PD juif homo, il va peut-être, effectivement... Il y avait 2 fois le même... Ouais, ok, d'accord. C'est là tout claqué. Ouais. Ah, d'accord, ok. C'est un truc. Tu vois, merci. Mais aujourd'hui, tu vas faire ça, il y a tellement... comment dire, ce contrôle
pour pas dire cette censure qui effectivement va être exacerbée par les moyens de communication, en fait, en venant même aux réseaux sociaux, que du coup, le chef de production va se dire non, si je le mets lui, même si moi, ça me fait rire, même si moi, je trouve pas ça choquant, rien, même si je sais que c'est du ton de l'humour, tout ce que tu veux, derrière, je sais que je vais me faire tabasser par tous les SJW d'Internet, je vais SOS Racisme qui va venir toquer à ma porte, toutes les associations ABCDF LGBTQ qui vont se pointer, voilà. Et le problème, c'est que c'est beaucoup plus puissant. C'est d'une certaine manière à juste titre, mais des fois, justement, il y a ce côté dont on peut même plus, on n'ose même plus prononcer les mots. J'avais une émission comme ça pour vous dire où on a parlé à un moment de la question de l'islam. Ouais. Tu sais, et quand tu prononces ce mot-là, moi, je ne parle pas de média lambda. Au moment où je prononce ce mot-là, dans ma tête, je me dis, oh là là, attention, pas que je crée un amalgame, je veux surtout pas exprimer une chose de manière un peu maladroite qui ferait que d'un seul coup, ça déforme complètement ma pensée. Donc, vous voyez, ça, c'est cette tension au moment où le sujet arrive sur le tapis. Release the Kraken. Alexis. Mais il y a aussi la différence du fait que dans les années 60, tous les mouvements post-structuralistes, post-modernistes n'avaient pas encore fait leur œuvre. On discutait rationnellement parce qu'on considérait que la discussion pouvait permettre de mettre les gens d'accord grâce à l'échange d'arguments et de rationalité. Aujourd'hui, en tout cas dans certains mouvements post-modernistes, on critique la raison comme étant quelque chose de fondamentalement occidental, quelque chose de blanc, de patriarcal, puisque traditionnellement et historiquement, l'homme raisonne, pas la femme. Et donc, le débat ne se porte plus sur des arguments, sur de la rationalité, mais plutôt sur des émotions et notamment aussi sur des identités. Or, une identité, ça ne se discute pas rationnellement, c'est on est ou on n'est pas quelque chose. Donc, à partir du moment où on se crispe sur son identité de femme, de noir, de blanc, de français ou d'autre chose, il n'y a plus de discussion à avoir. C'est simplement, on est choqué, on est quasiment blasphémé du fait d'être contesté dans ses sentiments intérieurs. Et c'est le sentiment qui vient avant la raison. Et c'est ça peut-être la petite différence qu'il y a entre, on va dire, les années 60 et aujourd'hui. Ok, c'est bien résumé. Il y a Marc Delila qui explique très bien... Marc Delila Marc Delila, si ma mémoire est bonne, parce que je ne suis pas spécialiste en philosophie politique, mais il me semble que je ne me trompe pas sur son nom, c'est un spécialiste donc, de gauche en plus, aux États-Unis, qui explique un peu l'évolution de la pensée. Voilà, ça c'est bien. Écoutez-le. La façon dont, au début, la question c'était des luttes de classe et comment les luttes de classe ont été remplacées par des luttes d'identité, puisque à peu près tout le monde s'est mis d'accord sur les questions économiques, il n'y avait plus rien à discuter. Et donc le nouveau débat qui pouvait avoir lieu, si c'était plus des questions économiques, c'était des questions d'identité. Noir, blanc, femme, etc. Et donc, on s'est crispé sur ces questions d'identité et le débat n'a plus été rationnel, mais cette fois-ci émotionnel. Et Marc Delila explique très bien comment le Parti démocrate a été complètement renversé dans sa logique, normalement, qui était plutôt un parti, on va dire, socialiste au sens classique du terme économique, et qui est devenu un parti aujourd'hui identitaire. Mais on a la même chose dans le Parti républicain, qui fonctionne en bascule dans le mouvement opposé, et qui arrive aujourd'hui en France, quoi. Merci Alexis. Victor. Dernière chose aussi, c'est ce que toi t'évoquais sur les questions économiques et Pierre quand parlait du mec, du régisseur, du gars de la production. Il y a aussi une question qui pour moi est fondamentale sur ce côté on peut plus rien dire à la télé, etc. C'est que ça implique aussi de gros médias et des grosses productions. Et dans le cadre de la télé traditionnelle et des grosses productions et des mecs sur Internet, il y a une question fondamentale qui est celle du fric aussi. C'est qu'aujourd'hui avec justement les réseaux sociaux, les vagues, les JW, etc., tu peux te taper un truc qui est un boycott. Et un boycott de très nombreuses personnes qui peuvent refuser d'acheter ton produit, par exemple, qui peuvent refuser de regarder tes émissions. Et donc, les mecs qui osent plus rien dire, justement, le gars, oh putain, il a dit islam, merde, on va se taper un retour de flamme de fou, et il n'y a plus personne qui va regarder l'émission. Ou alors, tu dis une connerie parce que tu es un représentant d'une marque, et bah, tu te fais niquer comme ça. Il y a, par exemple, si on prend les derniers faits en date, les polémiques, tu as Roméo Elvis et moi Lasquale qui sont accusés d'infractions sexuelles, etc., et qui étaient tous les deux liés à Lacoste. Et bah Lacoste les a lâchés tout de suite pour être sûr de ne pas être connecté à ça. Parce que maintenant, si tu sais que moi, Lasquale, etc., l'ont fait et qui sont effectivement déclarés coupables d'avoir fait ça, et bah Lacoste est une marque qui soutient des violeurs ou des agresseurs sexuels. Donc, je ne vais pas acheter leurs produits parce que c'est des connards. Et justement, cette question monétaire est très importante pour moi. Oui, et avant même, j'imagine, le jugement, Lacoste les a lâchés, quoi. Oui, c'est ça, voilà, c'est fait, là, c'est fait. Là, il n'y a pas encore eu de jugement, etc. Bon, après, eux, sur les réseaux sociaux, ont déjà déclaré... Roméo Elvis, par exemple, lui, a dit oui, je l'ai fait, effectivement, mais il n'y a pas eu de jugement, donc ils ne sont pas déclarés coupables, ils sont encore présumés innocents, théoriquement, tu vois. Et là, il y a un réflexe, parce que je viens de faire un tour de table rapide, je n'ai même pas réalisé, et ça, c'est parce que je suis un homme blanc dans une société patriarcale. Mais Peggy McIntosh serait là, Peggy McIntosh, qui est celle qui a initié toutes les questions d'identité, nous verrait, nous cinq, tous des hommes blancs, cisgenres probablement, j'imagine,
c'est bien la preuve que la femme n'est pas suffisamment représentée, que les Noirs ne sont pas suffisamment représentés, Il y en a etc. qui ont envie de parler là, mais... Mais typiquement, on Non, mais ne c'est le vrai. réalise pas, mais C'est vrai, oui. juste après, en y réfléchissant un petit peu, on se dit, ah tiens, là-dessus, il y aurait moyen de faire une polémique. Mais moi, ça, c'est une très grande question. Ah, Pierre, il a envie d'en mettre un. Non, mais je ne sens pas contre Alexis, rien du tout. Tu te sens une femme, c'est ça? On peut en parler. Si Je suis pas un homme, je peux monsieur. te le dire. Je ne sais pas ce qu'il faut dire que je suis un homme. Ma barbe. Elle est Et formidable. voilà. cette Mais vidéo. non, mais tu vois, ça typiquement, on arrête le suffrage universel quand on voit des mecs comme ça en fait. Parce que, je veux dire, on n'est pas de sortie de l'auberge. Un autre débat. Non, mais voilà, ce que tu dis en fait, j'y avais pensé clairement. Je me suis dit, ah tiens, Annette vient pas ce soir. Voilà. Ah oui, c'est vrai il va qu'on y avait avoir- notre caution Annette, j'ai Ouais, oublié. Ouais, mais elle est blanche, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire, par exemple, les âgés racisés femmes, elle n'a pas le droit. Ouais. Tu vois. Déjà ça, rien que j'ai dit ce mot, il y a des mecs qui sont morts dans les tranchées pour notre survie et on dit ce genre de phrase aujourd'hui. Il y a un problème, à un moment, ça a merdé, quoi. Bon. Ce que je veux dire, en fait, ce que tu avais dit avant, avec beaucoup mieux dit que moi, l'auteur Merci beaucoup. l'auteur que tu avais cité, Marc Delila. Marc Delila, effectivement, voilà. C'est ça. Aujourd'hui, on a les sentiments qui prennent le vent parce qu'on a trop de temps libre, en fait. C'est ça, je veux dire. On a tellement. Le fait qu'on ait le temps de se poser ce genre de questions pour revenir sur le genre, qui pour moi est un truc qui me fait péter un plomb, voilà. Je veux dire, c'est pourtant pas compliqué de définir un genre, bordel, il y en a deux. Oui, après, ça, c'est. Voilà. Tout le monde serait pas d'accord. Tu vois, mais- bah là, Cédric, là, il est en panique. Cédric, il est en Ouais, sueur. c'est C'est ça, merde, ouais, tu reçois ouais, de ouais. l'émission. Il y a un de mes chroniqueurs, dont je suis responsable, qui est en train de dire ça. Il y a un gars qui va se faire agresser à la fin de l'émission. Et voilà, qu'aujourd'hui, on ait le temps de se poser ces questions, en fait, bah, je le dis, ils ont trop de temps libre pour dire la formule, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on pense à ça, ça prouve quand même qu'il y a un problème dans nos préoccupations, dans le sens de nos priorités. Je sais pas si on voit ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça, ce sont des questions, mais comment est-ce que tu peux arriver à te poser des questions de ouais, les hommes, ils écartent trop les jambes dans le métro, alors que c'est clicheton de ouf, mais c'est symptomatique. Ils écartent trop les jambes dans le métro, alors que tu as des pays où le viol, c'est un sport national dès l'âge de 12 ans, tu vois. Oui, après, moi, c'est sûr que si on fait les comparaisons. Non, mais les ouais, comparaisons, ouais. c'est facile de dire ouais, il y a toujours des problèmes ailleurs, c'est pas pour autant qu'on Ouais. s'occupe pas de ceux de chez nous. D'accord, mais et pour résumer, tu disais à l'époque, on avait peut-être le droit de dire plus de choses. C'est toujours très dur de juger son époque par rapport à une époque passée, en fait. Ouais. Oui, moi, c'est Parce bien sûr qu'aujourd'hui, oui. voilà, on disait, ouais, à l'époque, Matzneff qui disait j'adore me taper les gamines de 12 ans, qui disait ça sereinement, on voit ça aujourd'hui, scandale, ok, Ah oui. tout ce que tu veux. Voilà. Bon, là, Cédric, je suis d'accord. Matzneff, pas bien. Pas bien. Mais pourtant, à l'époque, je suis sûr que si on discutait avec Pivot ou avec quelqu'un d'autre, je vois tes signes, Cédric, on n'allait pas trouver que Pivot était un défenseur de la pédophilie. C'est beaucoup. Si, mais ça posait pas de problème. Voilà. Parce que ce qu'on plus ignore, insidieux. c'est mieux qu'effectivement, admis, en fait. dans les années 70, on a pas mal de philosophes bien connus et bien ancrés dans le milieu universitaire qui ont défendu la pédophilie comme étant la suite de la libération sexuelle. Pour eux, c'était normal et ça posait pas de problème dans les années 70. Ok, est-ce que vous voyez mes signes maintenant? Non, mais c'est juste pour appuyer le fait qu'il Ouais. y a des choses qui choquent à une époque et qui ne choquent pas à une Ouais, autre époque. Et complètement. notamment, ça, il y a eu une période durant laquelle la pédophilie, ça ne posait pas de difficulté. Un discours s'adapte toujours à un public, de toute façon. Ah, la belle époque. Oui, on pourrait. Alors là, on pourrait gloser longtemps là-dessus. Merci en tout cas pour le propos initial, la chronique de Pierre dans cette fameuse série qui va vous suivre toute l'année. Je respecte rien. Finalement, ça colle assez bien, je trouve, en termes d'intitulé de série. Très bien. Voilà, donc on te retrouvera avec une chronique du même type le mois prochain, pour le prochain rendez-vous. Dans quelques instants, changement de sujet, puisqu'on va retrouver Alexis. Alexis, cette fois-ci, tu vas mettre non plus la casquette du philosophe politique, mais celle que tu connais le mieux, à savoir celle qui croise philosophie et religion. Et du coup, on va te retrouver dans quelques instants pour ton propos, juste après ça. Rien, À voir. rien, À voir.